Tu es toujours tellement occupé avec ce travail, je murmure, une étrange clarté m'envahit. Ma voix sort plus douce que prévu. Tu ne m'as jamais demandé. Tu t'es assuré que je ne puisse pas venir. Le silence qui suit sonne comme une confession. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Je continue, la prise de conscience s'épanouissant comme une ecchymose. Tous ces voyages en famille dont j'avais entendu parler après coup. Les rassemblements de Noël programmés lorsque j'étais malheureusement au travail. Le schéma remonte plus loin que je ne peux le voir. Maman s'avance, la main tendue. Ma chérie, tu réagis de manière excessive. Asseyons-nous. Je pose les documents de la croisière sur la table de l'entrée. Sans élever la voix ni claquer une seule porte, je prends mon sac de voyage et sors dans l'air du soir. Derrière moi, j'entends ma mère m'appeler par mon prénom, mais pour la première fois en 28 ans, je ne me retourne pas. 30 minutes plus tard, mon appartement semble trop silencieux après la confrontation chez mes parents. Je jette mon sac de voyage sur le canapé et m'assois en tailleur par terre, entouré d'albums photos et de boîtes à chaussures remplies de souvenirs que j'ai traînés du fond de mon placard. La moquette gratte mes jambes nues alors que je dispose tout en demi-cercle autour de moi. Le premier album photo s'ouvre sur Noël 2018. Chloé déballant un MacBook. Hugo recevant sa première voiture d'occasion mais valant tout de même des milliers d'euros. Moi tenant une écharpe de Monoprix avec une étiquette de prix de 19,99 € encore attachée. Mon sourire semble sincère sur la photo. Je me souviens avoir cru que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Je feuillette de vieilles photos de vacances, remarquant un schéma que j'avais inexplicablement manqué pendant 28 ans. Voyage en famille dans le Périgord. Désolée, Camille. Quelqu'un doit arroser les plantes. Disneyland de Paris. Ton stage est cette semaine-là, tu te souviens? Week-end en Provence. Tu n'apprécierais pas de toute façon, ma chérie. Mon téléphone vibre. Un texto de maman. Nous devons parler de ce malentendu. Malentendu. Comme si trouver des preuves d'une exclusion délibérée pouvait être mal interprété. Je mets mon téléphone en silencieux et rapproche mon ordinateur portable, ouvrant un tableau intitulé « Budget mensuel ». En parcourant les entrées, je surligne chaque virement vers le compte de mes parents. 350 €. Avril. Les coûts d'insuline de papa ont augmenté. 1400 €. Juin. Ticket modérateur de l'hôpital pour le diabète de papa. 800 €. Août. La voiture de maman a besoin d'une réparation de transmission. 2800 €. Le mois dernier. Fonds d'urgence familiale. Le dernier me frappe le plus durement, mon argent pour le voyage au Mont-Saint-Michel. L'argent qu'il savait que j'économisais. Suivant chaque projet de design supplémentaire. Sautant les déjeuners à l'extérieur. Acceptant des missions en freelance le week-end. L'argent qu'ils avaient accepté alors qu'ils détenaient déjà des billets de croisière avec le nom de tout le monde sauf le mien. Mon estomac se contracte alors qu'un autre souvenir refait surface. À 7 ans. Regardant Chloé répéter ses gammes avec son professeur de chant pendant que j'étais assise à la table de la cuisine. Puis-je prendre des cours de piano aussi? J'avais demandé à maman. Nous ne pouvons pas nous permettre 2 enfants et des cours de musique, Camille. Peut-être l'année prochaine. L'année prochaine n'est jamais venue. Mais Hugo a eu des cours de guitare 6 mois plus tard. Les souvenirs affluent plus vite maintenant. À 13 ans. Sanglotant à la table de la cuisine après avoir appris que je ne pouvais pas partir en voyage scolaire de sciences de 4e sur la côte d'Opale. 400 € c'est trop cher en ce moment. Papa avait dit, en me tapotant l'épaule. 3 semaines plus tard, ils ont surpris Hugo avec un voyage de camping père-fils qui a coûté 2 fois plus cher. Année d'université. Travaillant 3 emplois pendant que mes frères et sœurs avaient leur loyer payé et leur assurance automobile couverte. Tu es tellement indépendante, ma chérie. Maman disait. Nous savons que tu peux gérer ça. Mon téléphone sonne à nouveau. Chloé cette fois. Je réponds contre mon gré. Camille, c'est ridicule. Tu fais pleurer maman. J'ai trouvé les documents de la croisière, Chloé. Ce n'est pas ce que tu penses.
Sa voix semble répéter, comme si elle lisait un script. Nous avions l'intention de t'inviter, mais maman a dit que tu comprendrais. Tu comprends toujours. Les 3 derniers mots restent en suspens entre nous. Tu comprends toujours. Plus maintenant, je chuchote, mettant fin à l'appel. Je me dirige vers le placard de ma chambre et en sors une petite boîte du haut de l'étagère. À l'intérieur se trouve un kit de fabrication de bijoux sous film rétractable, exactement comme celui que j'avais supplié d'avoir pour mon 9e anniversaire. Le même kit que maman avait dit être juste trop cher avant d'acheter à Chloé sa 3e poupée hors génération la semaine suivante. J'ai acheté ce kit pour moi-même l'année dernière sur Etsy. 35 €. Je l'ai gardé scellé comme un rappel, bien que de quoi, je n'avais jamais vraiment articulé jusqu'à maintenant. Mon téléphone sonne avec un texto d'Hugo. C'est n'importe quoi, Camille. Nous t'avons toujours incluse. Puis un autre. Tu es dramatique. Puis, bon, combien veux-tu pour laisser tomber? Je pose le téléphone face vers le bas alors que ma sonnette retentit. À travers le Judas, je vois Marc tenant une bouteille de vin et des sacs de plats à emporter. Mon meilleur ami depuis l'université, la personne qui a été témoin de ma course pour résoudre chaque crise familiale pendant des années. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de renfort, dit-il quand j'ouvre la porte. Tu as l'air d'un zombie. J'ai découvert que ma famille m'exclut délibérément de choses depuis pratiquement toute ma vie, je dis, essayant de faire semblant d'être décontracté et échouant. Rien de grave. Rien de grave. Marc entre, pose tout et me serre dans ses bras d'une étreinte qui me brise presque. Il était temps que tu le remarques. Quoi? Il recule. Les yeux sérieux. Camille, je t'ai vu tout laisser tomber pour ta famille pendant des années. Le Noël dernier, tu as dépensé un mois de salaire pour leurs cadeaux et tu as reçu des chaussettes en retour. Ils t'appellent pour de l'argent, du babysitting, du soutien émotionnel, mais la dernière fois qu'ils ont été là pour toi, c'était quand? La question reste en suspens, sans réponse. Mon téléphone s'allume avec un message vocal de papa. Ta mère est très contrariée. Tu es ingrate après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, je répète, un rire creux s'échappant. Plus tard cette semaine, mon collègue Julien m'apporte un café après que j'ai expliqué pourquoi j'étais distraite. Mes parents avaient aussi des favoris. Il dit doucement, cela te perturbe, te fait penser que tu es le problème. Cet après-midi-là, je m'assois dans le bureau du docteur Éléonore Dubois, ma thérapeute depuis 6 mois, expliquant la situation de la croisière. Ce que j'entends, dit-elle soigneusement, c'est que vous avez découvert un schéma qui est là toute votre vie. Ce n'est pas un comportement familial normal, Camille. J'ai toujours pensé que j'exagérais. Ma voix semble petite. Vous n'exagériez pas, et maintenant vous avez le choix de la façon de réagir. De retour à la maison, entouré de preuves de années de traitement inégal, je prends une décision. J'envoie un texto à Marc. J'en ai marre d'être commode. Pour la première fois de ma vie, cela semble être la vérité. 4 jours plus tard, mon téléphone vibre pour la 14e fois aujourd'hui. Oncle Jean-Paul, cette fois, quelqu'un à qui je parle peut-être 2 fois par an lors de réunions de famille. Le message vocal qu'il laisse semble répéter. Ma petite Camille, ta mère se fait un sang d'encre pour toi. Les désaccords familiaux arrivent, mais tu ne peux pas simplement disparaître. Rappelle-la, ma chérie. J'ajoute son numéro à ma liste de blocage croissante et me verse une autre tasse de café. Maman a recruté la cavalerie de la famille élargie. Hier, c'était tante Sylvie. Avant cela, ma cousine Manon. Chacune lisant le même script invisible. Pardonner et oublier. La famille passe avant tout. Tu réagis de manière excessive. La sonnette retentit. À travers le Judas, je vois papa qui se déplace d'un pied sur l'autre, un sac en papier serré dans ses mains. Pendant un instant, mon doigt plane au-dessus du verrou. Nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis des années, juste des banalités sur la météo et son taux de sucre dans le sang. Maintenant, tout à coup, il veut parler? Je recule de la porte. Après 20 minutes, sa voiture démarre et s'éloigne. Plus tard, je trouve un sac à l'extérieur contenant mes biscuits d'enfance préférés et une carte qui dit « Nous devons parler ».
Tu me manques. L'écriture est celle de maman. Au travail, un email de Chloé circule à plusieurs amis communs. Tellement inquiète pour Camille. Elle agit étrangement ces derniers temps. Refusant de voir la famille. Ignorant les appels. Si l'un d'entre vous a de ses nouvelles, s'il vous plaît, faites-nous savoir qu'elle va bien. Nous sommes préoccupés par son état mental. Je le transfère au docteur Dubois avec l'objet, pièce à conviction C. Sa réponse arrive en moins d'1 heure. C'est ce qu'on appelle les singes volants. Tactique classique de préservation du système familial. Quand Hugo apparaît dans le hall de notre bureau jeudi, Tara de l'accueil m'envoie un avertissement. Je prends mon ordinateur portable et me glisse par l'entrée de service, mais il m'attend sur le parking, appuyé contre ma voiture. Tu ne peux pas m'éviter éternellement, dit-il, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage avait le même air juste qu'il portait quand nous étions enfants, et il me blâmait pour quelque chose qu'il avait fait. Je ne t'évite pas. Je refuse de te voir. Il y a une différence. Je garde mes clés entre mes doigts, bien que je sache que je n'en aurai pas besoin comme arme. La colère d'Hugo a toujours été bruyante mais inoffensive. Tu es en train de déchirer cette famille, dit-il, la voix montant. Maman dort à peine. Papa n'arrête pas de vérifier son téléphone. Les enfants n'arrêtent pas de demander où est tante Camille. Un rire m'échappe avant que je ne puisse l'arrêter. Je suis en train de déchirer la famille ? Je n'ai pas planifié une croisière sans toi. C'était différent, nous pensions. Vous pensiez quoi ? Que je ne le saurais pas ? Que je continuerais à vous donner de l'argent pour toujours pendant que vous profitiez tous de vacances que je payais mais auxquelles je n'étais pas invité ? Son visage rougit. Ce n'était pas comme ça. Nous planifions cette croisière depuis 8 mois, maman pensait. 8 mois. Le mot me frappe comme un coup physique. J'ai annulé mon voyage au Mont-Saint-Michel il y a exactement 8 mois. 8 mois. Je répète, ma voix stable malgré le tremblement dans ma poitrine. Vous avez planifié cette croisière en me disant d'annuler mes vacances parce que l'argent était juste et que la famille avait besoin de mes économies. Quelque chose change dans son expression, un éclair de honte rapidement remplacé par de la défensive. Tu aides toujours. C'est ce que tu fais. Le parking autour de nous se brouille légèrement alors qu'une clarté m'envahit. Je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille, n'est-ce pas ? J'étais le plan de secours, le filet de sécurité, le distributeur automatique. Ce n'est pas juste. Non, je suis d'accord en le contournant pour déverrouiller ma voiture. Ce n'était pas juste. Ce soir-là, j'appelle mon opérateur de téléphonie mobile et demande un changement de numéro, effectif immédiatement. La représentante me demande si je suis victime de harcèlement. La famille, je dis simplement. N'en dites pas plus, répond-elle. Le nouveau numéro sera actif dans l'heure. À la banque le lendemain matin, je ferme le compte joint auquel mes parents avaient accès depuis l'université. Le solde indique 17 retraits au cours de la dernière année, aucun effectué par mois. Je transfère le solde restant sur mon compte personnel et demande une nouvelle carte. Lorsque l'invitation à la fête d'anniversaire de Chloé arrive, j'écris « Je ne suis pas disponible sur la carte de réponse et la renvoie le jour même ». L'invitation au pique-nique familial du 14 juillet reçoit la même réponse. Je mets en place un filtre de mail qui répond automatiquement aux messages familiaux par « Merci de votre email, je suis actuellement indisponible ». Avec chaque limite, ma respiration devient plus facile. Cette même nuit, le site web de l'agence de voyage brille sur l'écran de mon ordinateur portable alors que j'entre mes informations de carte de crédit. Un billet aller-retour pour Barcelone, départ dans 1 mois. J'ai toujours voulu voir l'architecture de Gaudí. La page de confirmation apparaît et pour la première fois depuis des mois, je souris d'un vrai sourire qui atteint mes yeux. Je sors une boîte en carton de sous mon lit. À l'intérieur se trouvent des photos d'enfance, des bulletins scolaires que mes parents n'ont jamais affichés, des rubans de participation à des événements auxquels ils n'ont jamais assisté. Je glisse la boîte sur l'étagère supérieure de mon placard, non pas jetée, mais plus là où je peux la voir tous les jours. Le lendemain, à la bijouterie du centre-ville, j'essaie un pendentif en argent que j'admire depuis des années mais que j'ai toujours jugé trop extravagant. Son poids contre ma clavicule me semble juste.
La vendeuse l'emballe dans du papier de soie, mais je demande à le porter maintenant. Cet achat n'est pas une vengeance, dit le docteur Dubois lors de notre séance de jeudi, en remarquant le collier, c'est une récupération. Vous récupérez des ressources qui ont toujours été à vous d'utiliser. La semaine prochaine, quand mon téléphone sonne avec un numéro inconnu, je l'ignore presque, mais quelque chose me pousse à répondre. Camille. La voix de Chloé semble paniquer. Dieu merci. Ton numéro était déconnecté et j'ai dû appeler tout le monde pour te trouver. La baby-sitter a annulé et je suis toujours en croisière. Peux-tu prendre les enfants demain? C'est une urgence. Je suis indisponible, je dis, en utilisant les mêmes mots que j'ai écrits sur chaque carte de réponse, mais, je suis indisponible, je répète, et termine l'appel. Le lendemain, Marc et moi déjeunons ensemble quand un autre numéro inconnu apparaît. Hugo cette fois, la voix tendue par le stress. Ma voiture est tombée en panne. Le garage demande 800 €. Peux-tu le virer sur mon compte? Je te rembourserai le mois prochain. Je suis indisponible, je dis, et raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Le dernier appel arrive 3 jours plus tard alors que je réserve une visite gastronomique à Barcelone. La voix de maman hésite entre colère et panique. Le paiement de l'hypothèque est dû demain et nous sommes à court. Les factures médicales de ton père ce mois-ci étaient plus élevées que prévu. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide, comme tu l'as toujours fait. Je regarde une vidéo de la Sagrada Familia pendant qu'elle parle. La cathédrale est en construction depuis plus d'un siècle, mais elle est magnifique même inachevée. Je suis indisponible, je dis. Le silence à l'autre bout s'étire jusqu'à ce que je pense qu'elle a pu raccrocher. Puis, d'une petite voix que je n'ai jamais entendue auparavant, elle demande « Qu'est-ce que nous sommes censés faire sans toi ?» La question contient la vérité qu'ils n'ont jamais reconnue. Ils ont bien plus besoin de moi que je n'ai besoin d'eux. Débrouillez-vous, je dis, et j'appuie sur le bouton rouge de mon écran. Je fixe le plafond conçu par Gaudí dans la vidéo, ses formes organiques s'élevant vers le ciel comme une forêt de pierres. Je compte les jours jusqu'à mon vol. Je compte les jours jusqu'à ce que je parcours ces couloirs moi-même, seul mais pas solitaire, ne portant rien d'autre que ce que je choisis d'apporter. Pour la première fois de ma vie, le poids de l'obligation familiale se lève de mes épaules, et je me tiens droite et grande. Une semaine après la croisière, mon téléphone vibre avec le 23e message texte depuis le petit déjeuner. Je jette un coup d'œil à l'écran, Gaudí encore une fois, avant de le mettre en silencieux complètement. Ils sont revenus d'Alaska, et le désespoir dans leur message grandit de jour en jour. Nous devons parler de ce qui s'est passé. La tension artérielle de papa est au plus haut à cause de ça. Peux-tu au moins nous dire que tu es en vie? Je pose mon téléphone face vers le bas sur mon bureau, remarquant que mon pouls ne s'emballe plus lorsque leur nom s'affiche sur mon écran. Les plus petites victoires semblent encore monumentales. Mon collègue Julien jette un coup d'œil depuis son écran. La famille te harcèle toujours au téléphone? Comme une horloge, je réponds, me tournant vers mon projet de design. Ils viennent de terminer une croisière de luxe, et ils m'ont manipulé pour mon argent de vacances afin de les aider à financer. Maintenant, ils sont choqués que je ne réponde pas à leurs messages. Julien siffle doucement. Et il s'attendait sérieusement à ce que tu oublies tout ça? Il s'attendait à ce que je pardonne, comme je le fais toujours. Plus tard ce soir-là, Marc se laisse tomber sur mon canapé avec 2 verres de vin. Chloé m'a appelé aujourd'hui, elle a dit qu'elle dépensait une fortune en garde d'enfants professionnels depuis que tu as disparu. J'accepte le verre, ressentant une pointe de quelque chose, pas de culpabilité, mais de surprise par son absence. Comme c'est terrible pour elle de payer un service que le reste d'entre nous doit payer. Elle a aussi mentionné que ta mère planifie une sorte d'urgence familiale pour te faire revenir. Mon rire vient si soudainement qu'il nous surprend tous les deux. Bien sûr qu'elle le fait. L'urgence est son langage amoureux. Le lendemain matin, un numéro inconnu illumine mon écran. Contre mon meilleur jugement, je réponds. Camille. La voix de ma tante Denise tremble. Dieu merci. Ta mère a dit que tu pourrais faire une dépression. Elle m'a demandé de vérifier si tu allais bien. La manipulation est si transparente qu'elle frise le comique. Je vais bien, tante Denise.
Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Oh. La confusion colore sa voix. Alors pourquoi ne réponds-tu pas aux appels de personne? Ton père a essayé cette vieille astuce de culpabilité qu'il utilisait quand tu étais petite, tu sais, celle où il t'a appris à faire du vélo. Je souris, me souvenant du message vocal où il mentionnait les leçons de vélo qu'il n'avait jamais réellement terminées. Comment il m'a poussé en bas de notre allée escarpée et est parti quand je me suis écrasée, appelant ça apprendre l'indépendance. Pendant ce temps, Chloé a appris avec sa main ferme sur sa selle tout le temps. Dites-leur que je suis indisponible, je dis simplement. 4 jours plus tard, le texto de Chloé arrive. Les enfants sont dévastés sans tante Camille. Max s'est endormi en pleurant en te demandant. Le même Max qui me voit 3 fois par an au maximum. Le même neveu qui m'a appelé, Dame Pluie, le Noël dernier parce qu'il avait oublié mon prénom. L'approche d'Hugo passe des demandes occasionnelles à une fureur à peine contenue. Maman et papa marchent peut-être sur des œufs avec toi, mais pas moi. Belle-sœur que tu es devenue. Le paiement de ma voiture est du lundi. Le barbecue annuel de tonton Pierre arrive, la réunion que je n'ai jamais manquée en 15 ans. J'envoie mes regrets cette année. Ma cousine Julie m'appelle le lendemain. C'était la chose la plus étrange, dit-elle. Ta chaise vide est devenue une sorte de spectacle, tout le monde n'arrêtait pas de la regarder. Tante Suzanne a trouvé des excuses sur l'endroit où tu étais jusqu'à ce que tonton Pierre demande directement ce qui s'était passé. Qu'a-t-elle dit? Elle a essayé la ligne, Camille est juste occupée par le travail, mais ensuite ton père a mentionné quelque chose à propos d'une croisière, et tante Catherine a demandé pourquoi tu n'étais pas invitée. La voix de Julie baisse en un murmure. Tout l'endroit est devenu silencieux. Catherine était furieuse, elle a dit qu'elle n'exclurait jamais un de ses enfants comme ça. D'autres étaient d'accord. Ta mère est partie tôt avec une migraine. L'image me fait sourire alors que je jette un coup d'œil autour de mon appartement. Les murs, autrefois beige de location, brillent maintenant d'un corail profond que j'ai toujours aimé mais que maman appelait trop voyant. De l'art abstrait que j'ai choisi est accroché là où les photos de famille dominaient autrefois. Ma lettre de promotion est encadrée sur mon bureau, celle que j'ai gagnée après avoir enfin eu des soirées libres pour travailler sur le portfolio que j'avais reporté pendant des années à cause des urgences familiales. Mon application bancaire sonne. Un autre dépôt d'épargne automatique est terminé. Sans les prêts constants à ma famille, les chiffres augmentent régulièrement chaque mois. J'ai enfin programmé ce voyage en Espagne. La confirmation est dans ma boîte de réception comme une promesse tenue à moi-même. La sonnette retentit un mardi soir. À travers le Judas, je vois maman debout là, son parapluie dégoulinant, les yeux rouges. Pendant un instant, mon doigt plane au-dessus de la serrure, de vieilles habitudes remontant comme une inondation. J'ouvre la porte mais bloque l'entrée. Camille. Sa voix se brise. Dieu merci. Nous étions tellement inquiets. J'attends, ne disant rien. Nous allons perdre la maison. Les mots tombent entre les sanglots. La deuxième hypothèque. Les factures médicales de ton père. S'il te plaît, aide-nous une dernière fois. Sa main tend la mienne, familière dans son attente de conformité. Mais quelque chose a changé en moi, des plaques tectoniques réorganisant mon paysage intérieur. Si j'étais celle qui se tenait ici, je demande doucement. Au chômage? Fauché? Désespéré? Me prendriez-vous? La question reste en suspens entre nous. La bouche de maman s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau, mais aucun son n'en émerge. Son silence répond plus honnêtement que des mots ne le pourraient jamais. Je hoche la tête une fois, comprenant parfaitement. Puis je ferme doucement la porte. 2 jours plus tard, après la terrible rencontre avec ma mère, l'hôtesse du restaurant Bélignès me conduit à l'arrière de la salle. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes quand je les aperçois. Maman, papa, Chloé et Hugo. Tous assis à ma table d'angle préférée sous le vitrail. La même table où nous avons célébré ma remise de diplôme universitaire il y a 6 ans. La seule célébration familiale qui ait jamais été à mon sujet. Juste à l'heure, dit maman, avec un sourire cassant qui n'atteint pas ses yeux. Marc me serre le coude avant de se glisser sur la banquette à côté de moi, sa présence une déclaration silencieuse que je n'affronterai pas cela seule.
Le dossier en papier dans mes mains semble plus lourd qu'il ne devrait l'être. Papa racle sa gorge. Nous apprécions que tu aies accepté de nous rencontrer, Camille. Sa voix a le ton formel qu'il réserve aux directeurs de banque et aux vendeurs de voitures. Bien que tu aurais pu venir seul, ajoute Chloé, en regardant Marc d'un air significatif. Hugo se penche en avant, les coudes sur la table. Nous devons laisser derrière nous tout ce malentendu. La famille n'est plus la même sans toi. Ils prennent la parole chacun à leur tour, leurs mots coulant avec une précision répétée. Papa me rappelle comment ils ont payé mon appareil dentaire quand j'avais 12 ans et m'ont acheté une voiture d'occasion pour l'obtention de mon baccalauréat. Maman essuie des larmes invisibles, sa voix tremblante alors qu'elle raconte les sacrifices qu'ils ont faits pour cette famille. Chloé et Hugo alternent entre culpabilisation et appel à la loyauté familiale, leurs mots se chevauchant dans une danse chorégraphiée. J'attends qu'ils aient fini, mes doigts traçant le bord du dossier. Leur discours flotte dans l'air comme un parfum éventé. Puis-je parler maintenant ? Ma voix sort plus stable que je ne l'attendais. 4 paires d'yeux clignent de surprise. Je n'ai jamais demandé la permission de parler auparavant. J'ouvre le dossier et pose un tableau sur la table. C'est un relevé de toutes les contributions financières que j'ai faites à cette famille au cours de la dernière décennie, totalisant 37 842 €. Je tape sur le chiffre du bas. Cela inclut les 2800 € que je vous ai donnés pour les factures médicales de papa la même semaine où vous avez payé votre croisière en Alaska. La main de maman se porte à sa gorge. Ce n'est pas. Je n'ai pas fini. Pour la première fois de ma vie, je l'interromps. Le restaurant semble devenir plus silencieux autour de nous. Je pose ensuite une chronologie, manuscrite sur du papier millimétré. Voici un relevé des vacances en famille, des rassemblements de Noël et des célébrations remontant à 15 ans. Les dates surlignées sont des événements auxquels je n'ai pas été invité ou qui ont été annulés en raison de problèmes d'argent. Le surligneur jaune couvre près de la moitié de la page. Et ceci, je continue, en posant une photographie sur la table, est le kit de fabrication de bijoux que j'ai supplié d'avoir quand j'avais 9 ans. Celui qui était trop cher à 35 €. Je l'ai acheté moi-même l'année dernière. Je le garde scellé comme un rappel. Ma voix ne monte pas, ne se brise pas, mais d'une certaine manière, elle remplit l'espace entre nous, plus forte que leurs discours répétés et plus forte que leurs exigences. D'autres convives sont devenus silencieux. Un serveur hésite à proximité, ne sachant pas s'il doit s'approcher. Maman fixe les papiers, son visage parfaitement maquillé se vidant de couleur. Papa se déplace sur sa chaise, tirant sur son col. Chloé étudie ses mains. Seul Hugo me regarde dans les yeux, son expression se durcissant. Et alors ? Papa claque soudain sa paume sur la table, faisant sauter les couverts. Nous avons toujours tout fait pour toi. Tu n'as jamais apprécié tout ce que nous avons sacrifié. L'éclat attire les regards des tables voisines. Je sens Marc se tendre à côté de moi, mais je reste calme. Alors ça devrait être facile. Je dis doucement, de nommer 3 choses que vous avez faites pour moi que vous n'avez pas faites pour Chloé ou Hugo. Juste 3. Juste 3. Le silence qui suit s'étire si longtemps que j'entends le personnel de cuisine annoncer les commandes. Papa ouvre la bouche, la ferme. Le visage de maman se froisse, non pas de la manière contrôlée qu'elle utilise pour manipuler, mais d'une détresse authentique alors que la prise de conscience se fait jour. Une larme brouille son mascara, chose que je n'ai jamais vue auparavant. Les yeux de Chloé s'écarquillent alors qu'elle jette un coup d'œil entre nos parents, voyant leur incapacité à répondre à ce qui devrait être une question simple. Hugo s'affaisse contre la banquette, le combat le quittant. Je ne vous déteste aucun d'entre vous, je dis, rassemblant mes documents dans le dossier, mais je ne peux pas continuer à faire semblant. S'il doit y avoir une vraie relation entre nous, les choses doivent changer. Je sors une dernière feuille de papier et la place au centre de la table. Voici mes conditions. Thérapie familiale. Au moins 6 séances avant que j'envisage d'assister à des rassemblements. Indépendance financière complète. Plus de prêts ou de contributions dans un sens ou dans l'autre. Une reconnaissance publique de la façon dont j'ai été traitée, et des excuses sincères. Et du temps. J'ai besoin d'espace pour guérir. Maman tend la main,
mais s'arrête à mi-chemin quand je ne tends pas la mienne pour rencontrer la sienne. Tu ne peux pas simplement dicter tes conditions à ta famille. Papa proteste, mais sa voix manque de conviction. Je ne dicte pas. Je me protège. Je sors de la banquette, Marc me suivant. Prenez le temps d'y réfléchir. Mon numéro n'a pas changé. En marchant vers la sortie, je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Derrière nous, j'entends les sanglots discrets de ma mère et les tentatives maladroites de réconfort de mon père. Chloé m'appelle une fois, mais ne suis pas dehors, dans l'air du soir. Marc me serre l'épaule. Ça va ? Je prends une profonde inspiration, surprise de constater que je ne tremble pas. Oui. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que ça va vraiment. Les étoiles au-dessus de Paris brillent plus fort ce soir, comme si elles aussi étaient surprises par ma force retrouvée. Et je dois bientôt préparer mon voyage à Barcelone. Cette fois, je me suis enfin choisie. Des mois plus tard, je prépare mon premier repas de fête avec ma famille choisie. Je redresse la corne d'abondance au centre de ma table à manger, ajustant une dernière fois les serviettes aux couleurs d'automne. L'arôme du poulet rôti et de la tarte aux pommes emplit ma nouvelle maison, ma vraie maison, achetée il y a 3 mois avec l'argent de la promotion que j'avais autrefois destinée aux urgences familiales. La sonnette tinte, et j'ouvre pour trouver Marc équilibrant un plat de gratin, son mari Thomas portant du vin. Joyeuse fête. Elle m'enveloppe dans une étreinte d'un bras qui ressemble à un rayon de soleil. En moins d'1 heure, ma table déborde de personnes qui ont choisi d'être ici. Julien du travail, et son partenaire David, ma voisine Madame Dubois qui a perdu son mari le printemps dernier, le docteur Éléonore Dubois qui a insisté pour que je l'appelle Éléonore en dehors de nos séances de thérapie, et 3 autres personnes de mon groupe de soutien pour les limites. La conversation coule entre rires et pauses réfléchies, personne ne parlant sur les autres ou ne rejetant les histoires de quiconque. Avant de manger, j'annonce, levant mon verre, je veux vous remercier tous de m'avoir montré ce que la famille peut être. Mon regard se pose sur le kit de fabrication de bijoux scellés exposé sur mon étagère. Ce qui représentait autrefois la privation est maintenant le témoignage de la croissance. Plus tard, Éléonore m'aide à charger le lave-vaisselle, ses mouvements habituels témoignant d'années de nettoyage après les fêtes. 42 séances, dit-elle, en me tendant une assiette rincée. C'est le nombre de celles que nous avons eues. Je hoche la tête, me souvenant de notre première rencontre après la révélation de la croisière. Les cauchemars ont cessé, et l'habitude de l'argent ? Je n'ai pas vérifié le compte bancaire de mes parents depuis 8 mois. La compulsion à surveiller leurs finances avait été plus difficile à briser que je ne l'avais prévu. Éléonore sourit, votre mère vous a mentionné lors de notre séance de mardi. Ma mère a commencé la thérapie 4 mois après notre confrontation au restaurant Le Petit Paris. Chloé a rejoint ces séances occasionnellement, travaillant sur sa propre prise de conscience qu'elle reproduisait nos schémas familiaux avec ses enfants. Elle essaie, continue Éléonore, votre père refuse toujours de venir. Et Hugo ? 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Le droit est une drogue puissante. La sonnette nous interrompt. Julien apparaît dans l'embrasure de la cuisine, tenant une enveloppe. Le facteur vient de livrer ceci, il a dit que ça nécessitait une signature. L'enveloppe de couleur crème porte l'écriture distinctive de ma mère. À l'intérieur, je trouve une invitation à leur 40e anniversaire de mariage le mois prochain. Contrairement aux précédents événements familiaux, celui-ci inclut une note manuscrite. Nous serions ravis de vous compter parmi nous, mais nous comprendrons si vous préférez ne pas le faire. Veuillez nous faire savoir ce qui vous convient. Tu nous manques. Maman. Pas de culpabilité.